du processus de Luanda et les défis rencontrés lors de la réunion du 14 décembre. Le processus de Luanda, conçu pour restaurer la paix et la stabilité dans la région et surtout améliorer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a de nouveau été saboté par des manœuvres délibérées du Rwanda. Depuis sa mise en œuvre, ce processus a néanmoins franchi des étapes importantes. Le 4 août, nous avons l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, malgré qu'il y ait eu, jusqu'à présent, des violations répétées par les RDF et le M23. Le 5 novembre, nous avons assisté à la création du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans la ville de Goma, avec la participation de la République d'Angola, facilitateur du processus de Luanda, ainsi que celle du Rwanda. Ce mécanisme, qui prévoit la représentation d'experts de ces trois pays, est paralysé depuis 41 jours par l'absence des experts rwandais nécessaires à son fonctionnement. Selon le représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies, qui s'est exprimé le lundi passé lors du briefing sur la MONUSCO, les experts rwandais seraient en route vers Goma. Il est surprenant pour moi qu'un pays aussi petit que le Rwanda puisse nécessiter autant de temps pour permettre à ses officiels d'atteindre l'est de la République démocratique du Congo. Néanmoins, le 25 novembre, nous avons aussi adopté le concept d'opération qui engage explicitement le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, malgré le fait qu'il nie jusqu'à présent sa présence. Le concept d'opération prévoit aussi l'engagement ferme de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR qui sont encore présents dans certaines parties de l'Est de la RDC. Ces progrès, bien que salués par vous tous, membres de la communauté internationale, ont été affaiblis par l'absence de mécanismes coercitifs et de suivi rigoureux, permettant ainsi au Rwanda de contourner ses engagements. Permettez-moi maintenant de revenir sur les événements du 14 décembre qui illustrent les défis persistants du processus de Luanda. La République démocratique du Congo tient à rétablir les faits concernant ces événements, surtout après une déformation des réalités par le Rwanda. En effet, nous nous sommes rencontrés le 14 décembre pour nous pencher sur la seule et dernière question qui restait encore en suspens avant l'adoption du projet d'accord, à savoir la question du M23. À ce sujet, la République démocratique du Congo a toujours maintenu qu'elle n'allait pas engager de dialogue direct avec le M23, un groupe terroriste qui, lui-même, s'est exclu du processus de Nairobi, processus conçu et mis en place pour faciliter la démobilisation de groupes armés congolais actifs en République démocratique du Congo. Le Rwanda est venu à Luanda le 14 décembre avec plus de 6 heures de retard et a affiché une position intransigeante, insistant sur le dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste des M23. Pendant 6 heures, nous avons tenté, avec la facilitation, d'identifier des formulations qui pouvaient réconcilier les postures des uns et des autres, à savoir la détermination de la République démocratique du Congo d'offrir un chemin vers la démobilisation au M23 à travers le processus de Nairobi et donc la réintégration de ce groupe armé dans ce processus, et la position défendue par le Rwanda, à savoir l'insistance sur un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Nous avons expliqué au Rwanda que ce n'était pas sa place, en tant que pays voisin, d'imposer à la République démocratique du Congo un État souverain, comment elle avait à gérer des différends avec des groupes armés locaux, à savoir le M23. Nous avons aussi insisté sur notre pleine confiance dans la qualité des deux facilitateurs, à savoir celui du processus de Luanda et celui du processus de Nairobi, à engager des entretiens et des consultations avec le M23. Néanmoins, nous n'avons pas pu surmonter le défi. Et le Rwanda s'est monté intransigeant. Et donc, le facilitateur angolais
prenant acte de cette impasse, a proposé aux partis de laisser cette décision au niveau des chefs d'État, étant donné que l'accord avait été négocié dans son entièreté, à part cette provision liée au sort du M23. Pour la République démocratique du Congo, dans notre posture constructive, dans notre posture qui vise à trouver une fin à ce conflit, nous avons accepté cela, car nous étions aussi curieux d'entendre comment le Rwanda allait défendre son insistance par rapport à la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23. Et donc, nous avons offert au Rwanda cette occasion-là. Cependant, le Rwanda a fait volte-face et a décidé que dans de telles circonstances, il ne pouvait pas participer au sommet, le président rwandais ne pouvait pas participer au sommet, et a même changé de posture, allant initialement de la condition d'avoir un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23, le Rwanda a proposé tout autre chose. Il a demandé qu'un tel dialogue précède tout éventuel sommet entre les chefs d'État et précède même la signature d'un éventuel accord. Et ce, à 1h du matin, le 15 décembre, jour du 10 sommet. Suite à cela, comme je l'ai dit, la facilitation a insisté sur le rôle des chefs d'État d'assumer eux-mêmes la responsabilité de trouver une décision sur cette problématique qui apparemment était bien trop complexe pour les ministres des Affaires étrangères que nous étions. Et c'est là que le Rwanda a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet et s'est retiré à 2h du matin ou 1h et quelques sur la pointe des pieds. Nous n'avons même pas eu l'occasion d'avoir ou d'acter le déroulé de la réunion, comme il est coutume dans le processus de Luanda. Il n'y a pas de compte rendu qui documente justement la posture du Rwanda et que le Rwanda a défendu pendant plusieurs heures lors de cette dernière réunion. Je voudrais quand même insister sur un point, c'est le fait que la République démocratique du Congo, le 14 décembre, a affiché clairement et a défendu clairement sa résolution de trouver une issue au conflit et d'honorer le processus de Luanda. Tenant compte de la situation actuelle, la RDC reste résolument engagée dans le processus de Luanda, mais nous constatons que ce processus ne peut pas avancer uniquement par la force de la RDC et du facilitateur. Nous appelons donc la communauté internationale que vous êtes et que vous représentez à assumer aussi ses responsabilités en sanctionnant à travers le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité, et à travers même vos partenariats bilatéraux, le Rwanda pour son soutien au M23, pour ses violations récurrentes de la souveraineté de la République démocratique du Congo et pour son sabotage avéré du processus de Luanda. Nous plaidons aussi, la veille du renouvellement du mandat de la MONUSCO, pour un mandat renforcé de la MONUSCO. Nous appelons à une posture claire et ferme, particulièrement des membres permanents du Conseil de sécurité. La résolution qui va reconduire le mandat de la MONUSCO doit inclure des mesures explicites pour surveiller et documenter les violations transfrontalières et garantir la protection des civils. Il est aussi inadmissible que des membres du Conseil de sécurité hésitent encore à condamner les attaques rwandaises contre les casques bleus et les soldats de la SAMI d'IRC, surtout tenant compte du fait que le Rwanda lui-même est un pays contributeur de troupes qui bénéficie de financement et d'aide financière de plusieurs partenaires internationaux dans sa capacité de pays contributeur de troupes. Et donc, votre message doit être clair. La souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. Et tout acte qui viole cette souveraineté, qu'il s'agisse d'incursions militaires ou des soutiens des groupes armés, doit être fermement condamné et sanctionné. Et il ne s'agit pas seulement de défendre les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, mais de préserver aussi la crédibilité des institutions internationales elles-mêmes. Et chaque hésitation ou chaque silence face à ces agressions alimente davantage l'instabilité et les souffrances dans la région.
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les actions que vous allez entreprendre ne seront pas simplement des décisions diplomatiques parmi d'autres. Elles constitueront un moment décisif, une ligne de démarcation où la République démocratique du Congo évaluera sans détour si ses partenaires, ses alliés et ses amis se tiennent véritablement à ses côtés et défendent les valeurs fondamentales qui lient les États membres des Nations Unies. Sous la direction du président Tshisekedi, la RDC s'engage résolument à exploiter de manière optimale son immense potentiel, notamment à travers des partenariats diversifiés et complémentaires. Nous sommes déterminés à transformer les richesses de notre pays en moteur de prospérité pour notre population et pour des relations mutuellement bénéfiques avec nos partenaires. Mais il y a une réalité indissociable que nous devons affronter ensemble. Nous ne pouvons envisager une prospérité économique durable sans régler les violations flagrantes de notre intégrité territoriale, l'agression continue du Rwanda et la crise humanitaire dramatique qui en découle. Nous ne pouvons pas non plus dissocier les intentions déclarées de nos partenaires de leurs actes lorsqu'il s'agit de défendre notre souveraineté. Comme le dit un proverbe africain, le véritable ami se voit dans le besoin. Aujourd'hui, la RDC a besoin de ses partenaires, alliés et amis, pour démontrer leur engagement envers des actions concrètes et non seulement des paroles. Ce n'est pas une question de silence. Nous avons entendu vos paroles de compassion. Nous avons vu vos visites dans nos camps de déplacés. Nous avons aussi reçu vos messages réconfortants que vous nous adressez, ici même à Kinshasa. Mais la compassion seule ne suffira pas. Mesdames et Messieurs, je pense que mes remarques étaient aussi complètes que possible, mais je me tiens à votre disposition pour échanger brièvement. Merci beaucoup. Les perspectives et l'avenir du processus de Luanda, après tant d'investissements, se posent inévitablement. Vous l'avez tous remarqué, le dimanche, le président Kagame n'est pas venu, n'a pas honoré l'invitation de son homologue angolais, ni de son homologue kényan, le président honoraire Kenyatta. Néanmoins, nous avons eu le privilège d'assister à une réunion entre 3 présidents, dont un honoraire, qui portait essentiellement sur la question de la paix et à travers laquelle on a pu reconnaître l'engagement sincère de ces 3 présidents pour la solution de la crise qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. À cet effet, nous pensons que la facilitation angolaise reste déterminée. Nous pensons aussi que le président Uhuru Kenyatta reste déterminé et donc que les 2 processus ont encore de l'espoir, mais tout cela dépend sincèrement de la posture du Rwanda, une posture qui a manqué en courtoisie, en élégance. Nous sommes entre diplomates, je ne pense pas que ça se fait, d'annuler la veille sans avoir la courtoisie même d'appeler ou d'envoyer un message. Mais nous avons tous constaté la posture du président rwandais. Nous avons aussi constaté le fait que, devant l'opportunité qui lui a été offerte de se rendre à Luanda pour expliquer pourquoi le Rwanda insiste sur un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23, il n'a pas saisi cette opportunité. Il a préféré rester à Kigali et ordonner à sa délégation de rebrousser chemin. Cela aussi, nous en prenons note et nous espérons justement que les engagements des 2 facilitateurs nous aideront à avoir plus de compréhension sur la posture du Rwanda, sur cette action qui a sapé les efforts qui ont été entrepris depuis juillet 2022. Et nous espérons aussi que les partenaires que vous êtes, et vous n'êtes pas des partenaires exclusifs à la RDC, mais vous êtes aussi, dans la plupart des cas, des partenaires au Rwanda, qu'à travers vos partenariats, vous puissiez aussi mieux comprendre la posture du Rwanda et motiver le Rwanda, s'il a vraiment cette volonté, de réaffirmer son attachement au processus de Luanda et
à la perspective d'une paix durable. Mais pour l'instant, la balle n'est pas dans notre camp. Notre président était à Luanda. Le président Lorenzo y était, le président Kenyatta y était aussi. Il y avait 3 présidents qui ont échangé pendant plus de 2 heures sur la paix dans la région des Grands Lacs. Et il y en a un, le 4e, qui a choisi de ne pas venir. Il a suscité beaucoup d'interrogations et les perspectives aussi de ce processus. Je voudrais réitérer et clarifier que la République démocratique du Congo s'est concentrée ces derniers mois sur le processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui vise à mettre fin aux tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tensions qui se manifestent à travers la violation de notre intégrité territoriale. Et donc pour nous, ça a toujours été une priorité de rétablir d'abord notre intégrité territoriale, afin aussi de pouvoir mieux mener et entreprendre les objectifs du processus de Nairobi. En même temps, nous avons gardé le cap sur le processus de Nairobi, même s'il n'a pas été aussi visible ces derniers mois. À cet effet, le président de la République a aussi eu l'occasion d'échanger hier à Luanda avec le facilitateur du processus de Nairobi, entre autres aussi sur le parrainage institutionnel, si vous voulez, du processus de Nairobi. Et tenant compte du fait que celui de Luanda est sous la houlette de l'Union africaine et que ces 2 processus s'influencent mutuellement et se renforcent mutuellement, la position de la RDC a été de voir comment et de proposer comment le processus de Nairobi pourrait être placé aussi sous la houlette de l'Union africaine. Ceci faciliterait, encore une fois, l'interaction entre les 2 processus, l'interaction entre les 2 facilitateurs et harmoniserait, si vous voulez, la question du parrainage institutionnel. Et donc c'est une question qui est, je ne veux pas dire sous examen, parce que c'est un processus congolais. Donc nous avons émis ce vœu et cette priorité, et nous sommes confiants que ceci va se matérialiser incessamment et que cela va contribuer justement à un processus de Nairobi plus dynamique et en meilleure synchronisation, si vous voulez, avec le processus de Luanda. Je suis accompagnée du haut représentant du chef de l'État. Je pourrais aussi lui donner l'occasion de clarifier s'il y avait des éléments supplémentaires par rapport à cela. Sous le parapluie de l'Union africaine a justement été motivé par le fait que, pour des besoins de coordination et d'harmonisation, que le président de la République avait bien voulu que les 2 processus puissent être complémentaires sous la houlette de l'Union africaine et le parrainage de son Excellence le président Joao Lourenço. Bien sûr, pour le processus de Nairobi, le facilitateur demeure et demeurera le président honoraire, le président Kenyatta, qui justement avait répondu à l'invitation du président Lourenço qui prendra la présidence de l'Union africaine l'année prochaine, au mois de février. C'était aussi une action pour matérialiser justement cette volonté de poursuivre ce processus qui avait été mis un tout petit peu entre parenthèses. Voilà la raison pour laquelle la réunion des chefs d'État, le sommet qui devait avoir lieu hier, devait aussi permettre d'annoncer le lancement, la continuation, si je peux me permettre, du processus de Nairobi. Merci.